Le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Devenir plus utile. DJF Audebert, Philippe Rossi. Bonsoir à vous, 19h29 sur Sud Radio, Devenir plus utile, c'est chaque mercredi soir sur Sud Radio avec DJF Audebert. Bonsoir mon cher DJF. Bonsoir à tous, bonsoir mon Philippe. Comprendre d'où je viens pour mieux savoir où je vais, c'est bien utile, non ? Eh oui, savoir d'où l'on vient, d'ailleurs, ça peut nous aider à rendre notre monde meilleur. Je vous rappelle, comme chaque mercredi, la définition de l'utilité. C'est le principe que toute action doit être acceptée ou désavouée, selon sa tendance à augmenter ou diminuer le bonheur des parties en présence. DJF Audebert, quel est le thème du jour ? L'ADN, la généalogie, peuvent-ils rendre nos destinées plus utiles ? Très belle chanson choisie par Jamel, notre réalisateur. Né sous ABCD ou sous Y, Z ou X, on cherche tous à connaître nos origines pour mieux trouver notre chemin dans nos vies. C'est là que la généalogie, qui a beaucoup progressé, intervient, et les tests ADN aussi. Dans pas longtemps, on pourra connaître nos ancêtres sur le bout des doigts, sans lire dans les lignes de la main. Eh oui, alors dites-nous tout, quelles sont les questions que l'on doit se poser ? Pourquoi est-il important de savoir d'où l'on vient ? Quels sont les avantages et les dangers de connaître ses origines ? Il y a des dangers. Quelles sont les nouvelles méthodes de recherche pour retrouver nos ancêtres, notre filiation ? Quels garde-fous devons-nous adopter face aux tests ADN de plus en plus intrusifs concernant les données ou par rapport à notre vie privée ? Je rappelle qu'ils sont interdits, les tests ADN en France pour l'instant. En quoi la généalogie ou la recherche de nos origines sont utiles pour le bien commun et la progression de la société ? Et nous allons tenter de répondre à toutes ces questions avec nos invités que je vous présente tout de suite. Jean-Louis Bocarno, surnommé le pape de la généalogie. Auteur de Quoi de neuf dans la famille, c'est chez Buchet-Chastel. Votre nouveau livre, Le Tout Politique 2022, c'est aux éditions de l'Archipel. Vous allez entre autres évidemment découvrir à partir du 2 février l'arbre généalogique des candidats à la présidentielle. Très intéressant. Bernard Flamme est avec nous, généalogiste, historien du Centre Médem. Bernard Flamme qui dirige un club de généalogistes amateurs. Philippe Amar, romancier, auteur des 3 vies de Susanna Baker, son dernier roman édité par Mazarine. Et enfin, John Nelson, généalogiste, génétique, spécialiste du décryptage des tests génétiques. Bonsoir à vous tous. Alors bonsoir, merci d'être là à tous. Je commence par Jean-Louis Bocarnotte. On dit Bocarno ou Bocarnotte, Jean-Louis ? On dit Bocarno à la française, après on peut dire Biocarnotte à l'américaine, je sais pas. D'accord, alors on va le dire à la française. On dit Bocarno avec l'accent. Très bien, comme Concarneau sans accent. Pourquoi est-il si important de savoir d'où l'on vient, vous qui dirigez la revue française de la généalogie ? Je ne dirige pas, mais je participe. D'accord. Pourquoi est-ce si important ? Mais vous avez répondu tout à l'heure, je crois, peut-être pour mieux savoir où l'on va. Ouais. C'est peut-être une porte ouverte, quand je dis ça, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est quand même ça. Pourquoi est-ce que le questionnement se pose ? Moi, je dis toujours que tout homme, au fil de sa vie, est rattrapé par le parcours, enfin par le questionnement généalogique. Je prends toujours un petit exemple. J'avais 18 ans, moi j'ai commencé à 11 ans. J'avais 17 ans, ça change tout. J'allais voir un vieil oncle qui me raconte la famille, me donne des informations, etc. Et là-dessus débarque son petit-fils à lui qui avait 18 ans, et qui venait voir le grand-père pour récupérer la clé de la BM et pour aller draguer les filles. « Ah !» lui dit-il, « voilà, il y a ton jeune cousin qui fait de la généalogie. » Il m'a regardé, mais comme un fossile, je vous dis pas avec le mépris, etc. Bon, je suis resté là, moi j'avais mes renseignements. Du vieil oncle, j'étais content. Et 30 ans après, un jour, dans une conférence, quelqu'un vient se faire dédicacer un bouquin, etc. Il me dit, on se connaît. Je suis le petit-fils de l'oncle machin. Ah, c'était vous la clé de la BM ? Ouais. Eh ben, c'est vrai qu'à ce moment-là, mais ça m'intéresse pas du tout. Et depuis, eh ben, ça y est, j'ai plongé dans la marmite et je me passionne pour la généalogie. Je crois que tout homme, toute femme, au fil de sa vie, parce qu'un déménagement, parce qu'une rupture en général quelconque, il est rattrapé par le questionnement. On a besoin de connaître ses origines. Bernard Flamme, vous dirigez un club amateur de généalogie. Comment vous êtes venu à la généalogie et qu'est-ce que vous faites dans ce club ? Qu'est-ce que vous demandent vos adhérents en premier quand ils viennent vous voir ? Alors, comment je suis venu ? C'est simple, c'est pas si vieux que ça, pas depuis l'âge de 11 ans. Il se trouve qu'il y a une douzaine d'années, j'ai trouvé une valise dans un grenier familial et que cette valise était pleine de lettres dans une langue étrangère, de photos prises dans un pays où tout le monde avait été assassiné.
Et sachant que cette valise appartenait à mes grands-parents, j'ai, à l'âge de 50 ans, voulu savoir quelle histoire cette valise racontait. Et à partir de là, je suis parti en quête de cette histoire. Ces grands-parents, je ne les avais pas connus, mais pour d'autres raisons. Ils avaient survécu à la guerre, mais ils étaient partis aux États-Unis avant mon naissance. Et j'ai fait donc une vingtaine de voyages aux États-Unis, en Israël, en Pologne, pour remonter un peu comme dans le livre Les Disparus, The Lost en anglais, cette saga familiale. Voilà. Qu'est-ce que vous demandent vos adhérents en premier quand ils viennent vous voir, de savoir qui sont leurs parents, leurs grands-parents? Alors, parce que on peut le dire, vous êtes spécialisé un petit peu dans les disparus pendant la guerre, ceux qui ont disparu avec la Shoah. Donc, absolument. La première question, elle est souvent celle-ci. Je connais à peine le nom de mes 4 grands-parents. Je ne connais pas le nom de mes 8 arrière-grands-parents. Qui étaient-ils? Et mon père ou ma mère qui ont survécu ne m'ont rien raconté. Et aujourd'hui, alors il y a 2 grandes périodes où les gens viennent me voir. Soit ce sont des personnes qui sont déjà grands-parents, qui n'ont pas connu leurs grands-parents, qui veulent savoir qu'est-ce qu'ils peuvent raconter pour transmettre l'histoire familiale. Et soit aussi, souvent, les mamans aux alentours de 40 ans, qui au moment où il y a le premier enfant, veulent se dire « mais qu'est-ce que je vais raconter à cet enfant ?» John Nelson, vous décryptez, vous êtes plus spécialisé dans la généalogie génétique. Vous décryptez les tests génétiques que les gens se font faire illégalement, notamment souvent hors de France, aux États-Unis ou ailleurs. Comment vous en êtes venu à la généalogie? Et vous avez une histoire un petit peu particulière qui vient justement des États-Unis, parce que notamment votre mail c'est John Wayne, donc il y a un petit côté John Wayne Nelson. C'est ça, oui. En fait, c'est ma propre expérience qui m'a fait entrer dans ce monde de la généalogie, et en l'occurrence de la généalogie génétique. Et les personnes que je croise sont des personnes qui, bien souvent, ont le même parcours que moi. C'est-à-dire qu'on sait qu'en France, il y a eu une présence américaine importante dans les années 50 et 60. Et il y a eu aussi, bien sûr, la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a eu à ce moment-là des unions entre de jeunes Françaises et des soldats américains. Notamment du côté de Châteauroux. Ah oui, alors notamment du côté de Châteauroux, qui était la principale base américaine en France. Donc moi, je suis effectivement natif de Châteauroux, d'un père américain, un père GI américain, texan très exactement, et qui, ma foi, a rencontré ma mère et a donné le résultat que vous savez. Je voudrais préciser une chose, c'est que les personnes qui viennent vers moi n'ont pas forcément fait un test ADN de façon illégale, parce que bien souvent, ce sont des personnes qui sont allées à l'étranger pour le faire. Donc il faut bien comprendre que quand on va à l'étranger, par exemple en Grande-Bretagne ou en Belgique, et qu'on fait un test ADN, ce n'est pas illégal. D'accord, ok. Qu'est-ce que vous découvrez des fois de plus surprenant dans ces tests ADN qu'on vous donne à décrypter? Alors les questions sont extrêmement précises. C'est-à-dire que bien souvent, il y a une recherche d'une personne en particulier. Il ne s'agit pas de savoir de quelle origine on est, ou ce que faisaient les arrière-grands-parents, ou aïeuls, etc. Non, là, il y a une demande sur un père, par exemple, qui, par exemple, est inconnu parce que accouchement sous X, alors là, ça peut être aussi la mère, évidemment. Il y a aussi, évidemment, tous ces fils, j'insiste un petit peu, fils et filles de GI américains. Il y en a beaucoup, quand même, en France. Il y en a, rien que pour le département de l'Indre, il y a eu plus de 450 unions entre Françaises et Américains, département de l'Indre, département de Châteauroux. Et sans parler de tout ce qui s'est fait en dehors du mariage. Donc, bien souvent, il y a une demande extrêmement précise. Je veux connaître mon père. Et plus rarement, je veux connaître ma mère, parce que sa mère, on la connaît en général. Ouais. Merci, John. Philippe Amar, vous êtes romancier, c'est votre 3e roman. Vous venez de sortir Les 3 vies de Susanna Baker chez Mazarine. Pourquoi vous vous êtes servi de l'outil généalogique pour positionner un petit peu la recherche de vos personnages?
Parce que je suis parti sur une héroïne qui va découvrir suite à un test ADN. Alors, je précise qu'on est aux États-Unis. Les tests ADN sont légaux. Donc, on les trouve en supermarché. Cette héroïne. Ah, mais carrément, en supermarché. Oui, on les trouve en supermarché. Cette héroïne fait son test. À partir de là, elle va découvrir des choses que sa mère lui a cachées. Sa mère lui a parlé de certaines de ses origines et ce qu'elle découvre est totalement différent. Suite à ça, il y a un match, parce que c'est très important, un match de partage de segments ADN assez important avec une personne qui se trouve de l'autre côté de l'Atlantique. Et là, pour remonter la chaîne, pour remonter à ses vraies origines, ce que sa mère ne lui a pas dit, puisque sa mère est Alzheimer, En plus, pas de chance. Ouais, c'est beaucoup. Voilà, ouais. Elle est bien obligée de passer par la généalogie. D'accord. Et elle va découvrir beaucoup de secrets. Jean-Louis Bocarno, jusqu'à quelle période peut-on remonter en matière de généalogie? Est-ce que Internet a été une révolution en termes de généalogie, vous qui avez connu l'avant et qui connaissez l'après? En face du micro, bien. Alors, en face du micro. Première question, jusqu'à quelle période? Tout dépend de qui on part. Je dirais pour un Français de souche. Il faut appeler un chat un chat. Pour un Français de souche originaire d'un département de la France de l'Hexagone, là, la France est le pays qui a les archives les plus anciennes, les mieux tenues, etc., etc. Il peut remonter, quel que soit le type de famille dans lequel il est né, dans la bonne moyenne jusque dans les années 1630, 1650. Voilà. Après, il est vrai que Internet a été une grande révolution en généalogie. Il y a eu 3 révolutions, moi je dis en généalogie. Il y a eu la révolution des années 80 qui a été une démocratisation de la généalogie, où une première génération a exploré les archives au coupe-coupe. Elle a fait un boulot phénoménal. Il y a eu la deuxième génération, souvent les enfants des précédents, qui... un jour, tout bêtement, au début des années 2000, s'est fait piéger sur Internet parce qu'on entrait son nom sur un moteur de recherche et puis on se trouvait, c'était Frédéric Mitterrand qui me disait toujours « mais tes généalogistes, ils polluent Internet. Dès qu'on tape un nom de famille, on arrive sur des sites Internet. » Oui, donc il arrivait sur un site Internet et voilà, et il se faisait piéger. Et puis là, actuellement, il y a une 3e révolution avec une nouvelle génération qui viennent par l'ADN, qui se font illégalement le test ADN, et puis qui, de là, trouvent, bon, les origines ethniques, c'est du gadget, mais qui découvrent les matchs dont parlait Amar tout de suite. Là, quand il parle de matchs, quand vous parlez c'est des correspondances génétiques entre les... correspondances génétiques entre les gens d'autres personnes qui ont fait le test, et là, c'est l'occasion pour eux de découvrir la généalogie. Et la généalogie, soit on est fait pour en faire, soit on n'est pas fait. En 20 secondes avant la pub. Pour en faire, c'est ceux qui aiment chercher. En 20 secondes avant la pub, comment vous avez travaillé pour votre prochain livre, La généalogie politique? C'est les présidentiables qui sont que vous avez inspectés? Non, on a pris une petite centaine d'hommes et de femmes politiques qui comptent sur l'échiquier, dont les présidentiables. Et en visitant leur généalogie, en explorant leur généalogie, en regardant l'histoire familiale, le parcours social, géographie, etc., eh bien, en général, ça les humanise beaucoup et ça les rend nettement plus sympathiques, bien souvent. D'accord. C'est positive. On en reparle juste après la pub, Philippe. Exactement, on va se retrouver dans quelques minutes sur Sud Radio. Devenir plus utile, notre thème ce soir, l'ADN. La généalogie peuvent-ils rendre nos destinées plus utiles? On répond à cette question évidemment avec nos invités qui restent avec nous et DJF Haute-Bert. À tout de suite. Le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Devenir plus utile. DJF Haute-Bert, Philippe Rossi. Devenir plus utile sur Sud Radio avec DJF Haute-Bert et le thème du jour. Notre thème ce soir, l'ADN, la généalogie, peuvent-ils rendre nos destinées plus utiles? Je vous représente nos invités. Jean-Louis Bocarno est avec nous, auteur de Quoi de neuf dans la famille, c'est chez Bucher-Chastel, et puis le nouveau livre de Jean-Louis Bocarno, Le Tout Politique 2022, c'est aux éditions de l'Archipel. Bernard Flamme, généalogiste, historien du centre MEDEM, qui dirige un club de généalogistes amateurs. Philippe Amar est avec nous, romancier, auteur des 3 vies de Susanna Baker, et puis John Nelson, généalogiste génétique, spécialiste John Nelson du décryptage des tests génétiques.
Jean-Louis Bocarno, vous nous avez un petit peu titillé juste avant la pub avec votre livre qui sort prochainement début février sur pas l'ADN, la généalogie des politiques. Moi, j'ai pas fait leur ADN. Ouais, heureusement. Qu'est-ce que vous avez découvert de fou par rapport à ces 100 personnes que vous avez passées en revue? J'avais découvert de fou il y a 15 ans que Hollande et Sarkozy avaient un ancêtre commun. Et souvent, le jeu en généalogie, ça va être ça. Ça va être ça. Et là, qu'est-ce que j'ai découvert de parenté comme ça, surprise, entre par exemple Marine Le Pen et Gérald Darmanin. Ah, ils ont avec un ancêtre commun à Malte. Ils ont un ancêtre commun à Malte. Le Pen et Darmanin. Maltais. Hein. D'accord. Pas Le Pen et Zemmour. Laquelle Marine descend par une autre branche de Mahomet. D'accord. Marine Le Pen descend de Mahomet. Oui. Cela dit, c'est le cas de beaucoup de personnes et de beaucoup de Français, sans le savoir. Saint-Louis descendait lui-même de Mahomet. Hein. D'accord. Il y a des gens très bien. Ok. What else, rapidement on voit que, en général, ça permet de comprendre leur construction. Et il y a toujours le cousin d'eux. Alors, Zemmour, par exemple, est cousin d'Enrico. Enrico Macias. Hein, il n'y en a qu'un qui ne cousine quasiment avec personne. Oui. Hollande cousine avec tout le monde, y compris avec Brigitte Macron. Et je crois que je vous ai mis, y compris avec Julie Gaillet, pardon. Non, c'est Julie Gaillet qui cousine avec Carla Bruni. Ah bon. Et avec Trierweiler qui cousine avec Vendroux, qui cousine avec Grégoire. Mais Macron, lui, n'a pas de cousin. Il n'a pas de cousin. Il a quasiment pas de cousin sur l'échiquier. Lui, travailleur solitaire face à Hollande, l'homme du consensus. Ouais. Ça se retrouve complètement dans la généalogie. Pécresse est cousine avec moi. Ah bah très bien. C'est quand même pas mal. Donc mais bon, vous serez peut-être ministre de la généalogie si jamais vous j'avais pas pensé. Mais ce livre, cousine avec son mari, pas avec elle. Très bien. Merci beaucoup en tout cas pour ces anecdotes croustillantes. John Nelson, est-ce qu'il n'est pas dangereux de confier son ADN à des sociétés américaines, israéliennes, espagnoles, surtout quand on sait que le FBI veut accéder aux fichiers ADN, les compagnies d'assurance aussi pour connaître un petit peu l'ADN des gens. Est-ce qu'on ne va pas arriver avec... on sait que Google et IBM font partie aussi de certains laboratoires d'ADN, de recherche d'ADN, et donc les données, ça peut devenir très dangereux. Comment vous analysez ça, concrètement? Alors, il faut savoir que moi, les personnes qui viennent me trouver, c'est le cadet de leurs soucis, ça. Elles ne se posent pas la question de savoir comment vont être traitées leurs données. Mais j'avoue effectivement qu'il peut y avoir, surtout si on a des choses à se reprocher avec la justice, il peut y avoir, ça peut poser des problèmes, surtout que certains groupes énormes tels que Google gèrent des labos, en tout cas gèrent au moins un labo important. Donc oui, c'est vrai que ça pose question en tout cas, mais de mon point de vue, moi je suis là pour aider les gens, je leur dis, et alors il faut savoir aussi une chose, c'est qu'on peut retirer ces données à tout moment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est satisfait du résultat, si on a trouvé et qu'on est content, on a trouvé mettons son père, on retire ces données. Ça, c'est possible. Ouais, enfin, on demande de retirer ces données, mais est-ce que c'est effectué vraiment dans les faits? C'est encore autre chose. Il faut se remettre à l'honnêteté des labos. Ouais. Et donc, ça, c'est une autre question. Ouais. Mais c'est vrai que, bon, la question mérite d'être posée, évidemment. Mais, encore une fois, sur tous les cas que je traite, j'ai affaire à des gens tellement malheureux et tellement en demande de résultats que là, la question, effectivement, ne se pose pas. La question des données. Ça ne vient jamais sur le tapis. Bernard Flamme, est-ce que vous avez eu dans votre club de généalogistes amateurs, pourquoi les gens, on a dit tout à l'heure, pourquoi ils viennent, et surtout comment vous travaillez avec eux concrètement? Vous regardez les arbres et alors non, au départ, justement, le fait que les gens ne savent même pas quelquefois le nom de leurs 4 grands-parents, et en tout cas pas au-delà, et dans un autre pays où il n'y a plus, a priori plus rien, on ne peut pas regarder les arbres. Donc en fait, c'est une enquête. Les Américains nous appellent des American Jewish Genealogy, détective. C'est-à-dire, on ajoute au terme de généalogiste le terme de détective. Donc en fait, de façon très paradoxale, la première chose que nous faisons, c'est de prendre les dossiers de naturalisation française, de prendre le premier naturalisé en France,
Donc de toute confession, peu importe. Absolument. Mais dans notre cas, puisque contrairement à les Italiens, les Espagnols... Je peux vous dire qu'il y a des milliers d'Italiens et d'Espagnols dans les actes de naturalisation. Et donc, on part de ces actes pour avoir des identités exactes telles qu'elles ont été données à la naturalisation en France et pour pouvoir retrouver la même personne dans le pays d'origine. Et c'est de là le point de départ de l'enquête du détective. Philippe Amar, dans les 3 vies de Susanna Baker, qu'est-ce qui a apporté vraiment la généalogie et la recherche d'identité dans ce roman pour vous? Comment vous avez travaillé concrètement? Vous avez été voir différents généalogistes? J'ai travaillé avec Bernard Flamme, qui est ici présent. Très bien, mais pas seulement, j'imagine. Vous avez été sur J'ai travaillé avec Bernard Flamme exclusivement sur la généalogie. Ouais. J'ai travaillé aussi un petit peu avec une personne qui s'appelle Nathalie Jovanovic, qui est généticienne pour l'ADN, l'ADN étant juste un déclencheur. Et qu'est-ce qui a apporté la généalogie dans votre roman le plus? L'intrigue. L'intrigue et les émotions. L'intrigue de la recherche. Je pense que c'est ce que vit mais j'allais vous demander la recherche qui concerne votre famille, c'est votre famille qui sert de modèle, qui sert de non, pas du tout. Pas du tout. C'est juste que il y a des histoires d'enfants cachés, que ma mère était une enfant cachée, donc ça a juste inspiré un des personnages. Okay. Mais sinon, c'est pas autobiographique. Mais c'est la généalogie a servi à ça, à remonter, et avec toutes les émotions, parce que pour aller retrouver la vérité. Jean-Louis Bocarno, quand on fait une recherche, quand vous êtes venu, vous m'avez dit tout à l'heure, hors antenne, c'est un petit peu faire de la généalogie, c'est un peu être sur le divan du psy. Donc ça veut dire que vous-même, vous avez aussi recherché, en premier lieu, vos origines, ça vous a aussi appris à vous-même. Faire sa généalogie, c'est mieux se connaître soi-même, forcément. Et aujourd'hui, il y a une discipline qui émerge de plus en plus, qui est de plus en plus réglementée, etc., organisée, qui est la psychogénéalogie. Qui étudie, qui est une sorte de psychanalyse light, qui étudie pour permettre aux personnes à mieux se construire, qui étudie leur environnement, qui les remet dans leur environnement généalogique et qui leur fait prendre conscience d'un tas de pesanteurs, de situations familiales qui, de prime abord, semblent anodines, si on les comprend et si on sait les voir, mais qui vont énormément peser sur la construction de leur personnalité et les aider souvent à dépasser des mal-être, des problèmes qu'elles peuvent rencontrer. Est-ce que des fois, il n'est pas préférable de ne pas savoir d'où l'on vient? On entend plutôt le contraire. Ah bon? On entend plutôt, on veut savoir. Ouais. Tant pis si c'est pas ce qu'on imagine, tant pis si c'est dérangeant, mais on veut savoir. Il n'y a rien de plus insupportable apparemment que de ne pas savoir. Mais après, bon... Si on découvre un père caché... Non mais chacun doit être prêt à assumer. Ouais, d'accord, d'abord, on ne découvre pas toujours des pères cachés, etc. Une mère cachée... Mais chacun doit être prêt à assumer. Et la généalogie, c'est une aventure. Il faut être prêt à la vivre en tant que telle et se dire qu'on n'aura pas d'ancêtre à la carte. Il ne faut pas préjuger de ce qu'on va trouver. On part pour l'aventure en se disant qu'on doit être prêt à accepter nos ancêtres là où ils étaient et comme ils étaient. On ne va pas les refaire, on ne va pas réécrire l'histoire. Donc après, il faut avoir un minimum de personnalité pour pouvoir faire ça et affronter et intégrer. Je pense que Bernard Flamme connaît ça par cœur avec ses... Philippe, j'avais lu qu'un certain... Je crois que avant qu'on revienne sur Claude Michelet avait dit pour savoir où l'on va, il ne faut pas savoir d'où l'on vient. Et j'ai lu ça récemment et ça m'a laissé très sceptique. Mais je me suis dit qu'effectivement, peut-être que les deux théories s'affrontent. Voilà. Parce que des fois, quand on sait d'où l'on vient, ça peut créer une sorte de poids, alors que quand on est vierge de toute descendance, astrologiquement parlant, voilà, on se dit que bon, finalement, on n'aura pas le poids de ce qu'ont fait les autres. John Nelson, comment on peut optimiser la généalogie, les tests ADN, etc., dans le futur sans tomber dans les excès? Parce qu'il va y en avoir. Alors, alors, je voulais juste préciser quand même que pour avoir discuté avec des Américains, et de nombreux Américains, de ces tests ADN qui sont interdits chez nous, ils ne comprennent absolument pas, mais absolument pas. Et ils ne comprennent pas qu'on puisse avoir accès à ses origines. Ça, c'est quelque chose, il y a une différence culturelle incroyable entre ce qui se passe là-bas
et ce qui se passe chez nous. Ils comprennent pas qu'on puisse avoir accès à ses origines. Pourtant ils ne ont. comprennent pas qu'on ne puisse pas avoir accès à ses origines. Pardon. Ouais. Ils ne comprennent pas qu'ils ne puissent pas avoir. Pardon, qu'on ne puisse pas avoir accès à ses origines. Ah oui. Et ça, c'est quelque chose qui. Ça les dépasse, quoi. Pour eux, il faut. Oui, c'est naturel. Voilà, c'est naturel. Surtout s'ils vendent les thèses dans les supermarchés. Surtout s'ils vendent des thèses dans les supermarchés. Il faut savoir aussi, par exemple, que là, les fêtes sont passées, mais vous avez au pied des sapins, aux États-Unis, vous avez, à chaque Noël, vous avez des tests ADN. Ah, c'est énorme. Voilà, c'est un cadeau. Quand on ne sait pas quoi offrir, on offre un test ADN. C'est ce qui se passe dans le bouquin. Et donc, voilà. Philippe le décrit dans son livre. Voilà. C'est ce qui se passe dans le bouquin, c'est la fille qui offre à sa mère pour son anniversaire un test ADN. Ce qui se fait beaucoup pour Noël, etc. Donc c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs, parce que mon premier test ADN, je l'ai eu pour mon anniversaire. Ah bah voilà. Super. Jean-Louis Bocarno, très rapidement, parce qu'on va rendre l'antenne dans pas longtemps, justement, quels sont les dangers dans le futur proche de toute ces tests ADN, cette connaissance un peu trop poussée? Comment ça peut mal évoluer génétiquement? Non, pas forcément. Moi, je dirais que les dangers, c'est pas les tests ADN, c'est pas l'évolution. Ce sont les personnes eux-mêmes. Et si vous avez des personnes fragiles, attention danger, il faut qu'elles y aillent mollo et qu'elles réfléchissent bien. Il ne faut pas d'action irréfléchie. Le seul danger, c'est la facilité d'accès à l'information ou la facilité pour se procurer le test ADN. Et pof, on se gratouille la langue, on envoie ça. Non, on pense un tout petit peu avant d'agir. C'est tout. Bernard Flamme, merci. Un mot très rapidement, Oui, mais très juste rapidement. un mot, on parle des risques, il y a aussi un bénéfice dans nos cas, c'est souvent de retrouver des branches familiales avec des descendants et de se retrouver à travers les océans en famille. Voilà, se retrouver, les gens, se découvrir une nouvelle famille quelque part qui est positive. Merci à tous. Je montre le livre de notre ami Philippe Amar, Les 3 vies de Susanna Baker. Voilà. Jean-Louis Bocarno, il n'est pas encore sorti, on n'a pas la couverture, mais ça va pas tarder. Et je rends l'antenne à notre ami Philippe Rossi qui est avec nous. Et votre livre, évidemment, DJF Faudbert, Le quotient d'utilité, c'est chez Guitre et Daniel, éditeur. Merci à tous. Je me demande si on n'a pas un ADN commun, mon cher Philippe. Hein, c'est incroyable. Peut-être bien. Le Loft Music dans un instant.